Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce magazine Santé Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Sabas. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Roxane, bonsoir à tous. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors Anne-Catherine, on vous connaît un petit peu sur l'antenne d'Ici à Maintenant, puisque vous êtes déjà venue quelques fois. Vous êtes psychothérapeute et sophrologue depuis 1998. Vous êtes également romancière, puisque vous avez écrit de nombreux ouvrages sur diverses thématiques. Qu'est-ce qui vous a amené à la thérapie ? Qu'est-ce qui m'a amené à la thérapie ? Les autres et l'intérêt que je leur portais et ma sensibilité qui faisait que c'était très compliqué pour moi d'être en contact avec la souffrance des autres, de l'observer en me sentant impuissante. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose qui me permettrait d'être habilitée à m'occuper officiellement des autres. Voilà. D'accord. Et ça m'a amenée à être thérapeute. En ayant fait un travail sur vous au préalable ? Oui, qui est toujours pas fini d'ailleurs. Et chaque fois que j'arrive chez mon psy ou chez mon superviseur, une des choses que je dis en général, c'est « Bon, nous avons encore du travail aujourd'hui ». Alors, quelle est la forme de thérapie que vous proposez ? Alors, est-ce qu'il y a une forme ? Je ne sais pas, j'ai un diplôme officiel, plusieurs d'ailleurs, puisque j'ai fait plusieurs formations dans des domaines assez divers, et il y en aura probablement d'autres. La forme de thérapie que je propose fait partie de ce qu'on appelle les thérapies humanistes ou les thérapies transpersonnelles. J'ai un petit peu de mal à rentrer dans des cases en fait. Je dirais que la thérapie que je propose est avant tout, j'allais dire centrée sur la personne, ce qui est aussi le nom d'une école, l'école de Carl Rogers. Elle est centrée en fait sur les besoins du patient et je crois sa capacité à recevoir des outils que je vais lui proposer. C'est-à-dire que j'ai une palette d'outils et en premier lieu, bien sûr, j'ai ma sensibilité, mon empathie qui me permettent de contacter des choses, de comprendre des choses, de percevoir en fait des choses chez l'autre et au-delà bien sûr de ce qu'il amène lui-même et ce qu'il m'explique. Et à partir de ça, je vais essayer de lui donner les outils qu'il est prêt à utiliser, à comprendre. Donc je m'adapte en fait en fonction de la personne qui est en face de moi. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un est venu me demander de faire un travail avec elle parce qu'elle savait que j'avais été formée au décodage biologique. C'est assez rare qu'on me demande ça. Et puis en fait, très vite, il s'est avéré qu'on allait travailler avec autre chose. Voilà. Donc on se laisse guider. La thérapie, c'est une aventure, c'est une rencontre entre deux personnes. Et à un moment donné, il y a les compétences et la sensibilité de l'un qui rencontrent la confiance de l'autre. En tout cas, vous abordez différents thèmes, c'est ce que je disais en début d'émission, à travers ces livres que vous avez écrits, livres qui ont été préfacés par Alain Héril, qui est un sexothérapeute reconnu et qui dit de très belles choses de vous à chaque fois. Donc, vous écrivez sur la souffrance au travail, par exemple, avec ce livre « Triompher de la souffrance au travail » où vous traitez les phénomènes de burn-out, d'harcèlement, d'isolement, de malaise, où vous évoquez la possibilité de s'en sortir puisque vous avez une vision pleinement optimiste. Alors, optimiste mais réaliste. D'accord. Oui, non, tout à fait. Puisque réaliste, puisque vous ne niez pas les phénomènes de manipulation, par exemple, au travers des pervers narcissiques, que vous décrivez aussi dans ce livre à triompher des manipulateurs, sans défendre, sortir de l'emprise et y échapper. Mais vous abordez aussi le féminin et le masculin dans tous leurs états et dans tous leurs ébats à travers un livre qui s'appelle Le paradoxe d'Ève.
Vous abordez également la relation thérapeutique, la relation qu'on entretient avec un psy à travers plusieurs petits manuels. Il y en a 2, donc petit manuel de survie quand un de vos proches va voir un psy. Voilà, c'est vrai que ça peut parfois chambouler, ça peut même provoquer l'éclatement des couples. Pas que des couples d'ailleurs, des familles, des amitiés parfois, hein, parce que parfois le changement qu'on vit nous amène à comprendre qu'une relation a fait son temps et qu'il est presque dangereux pour notre équilibre d'essayer de la maintenir à tout prix. Et puis ce qui vous caractérise aussi, c'est la recherche d'autonomie, hein, finalement, à donner et transmettre Tout à fait. aux personnes un maximum de ressources pour trouver leur propre potentiel de guérison. Absolument, oui, oui. C'est très juste ce que vous dites. Je pense à notamment ce livre qui s'appelle Petit manuel de vie pour éviter 10 ans de psy, où voilà, c'est vrai que ça fait sourire quand un psy écrit un livre comme ça. Et puis, vous êtes aussi poète, puisque vous avez écrit un recueil de poésie qui vous guidera vers les sources du Nil à travers ce livre, s'il te plaît, Amubis. J'en ai écrit 8 en fait, recueils de poésie. Voilà. Donc un panel assez varié. Vous parliez de différents outils. Est-ce que certains vous paraissent aujourd'hui, par rapport à toute cette possibilité de thérapie, finalement on a quand même le choix actuellement, il y en a à profusion. Est-ce que certaines vous paraissent plus intéressantes que d'autres ou c'est juste une question d'adaptation à la personne ? Je crois qu'il y a des époques, il y a des besoins inhérents à certaines époques. Je suis tombée ces derniers jours sur une page Facebook qui avait été créée par quelqu'un que je connais et que j'apprécie beaucoup en tant que thérapeute, où quelqu'un en fait a pris l'initiative de proposer un regroupement de thérapeutes formés à l'accompagnement des gens atteints de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, pour pouvoir les accompagner gratuitement ou à petit prix suite à ce qui s'est passé le 13, à savoir les attentats. Et moi, j'avoue que j'ai été très, très touchée par cette initiative, d'autant plus que je suis formée à l'accompagnement des gens atteints de SSPT. Et je me suis dit que j'avais déjà assez à faire avec mes patients parce que c'est actuellement quelque chose qui émerge, hein, pendant les séances. Voilà, donc on est dans une phase, une époque où cet outil-là est très très utile pendant les séances, par exemple. Et pour l'instant, en tout cas depuis 2 semaines, c'est vraiment lui qui émerge beaucoup dans ma pratique. Ça consiste en quoi ? Ça consiste déjà, alors je ne peux pas vous expliquer ça en 2 minutes, mais dans un premier temps à dédramatiser. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui tout à coup va être pris d'angoisse, d'insomnie, de peur, hein, j'ai entendu des gens, je ne parle pas de ceux qui ont perdu quelqu'un de proche. Hein. Moi, j'ai commencé mon lundi matin après les attentats avec un patient qui a perdu 2 collègues et 2 amis dans l'attentat. Je ne vous dis pas dans quel état il était. Et sans même parler de ces gens qui ont été touchés vraiment personnellement, tous les autres à un niveau plus ou moins important sont touchés, sont impliqués, sont perturbés, sont interrogés, sont témoins. Hein. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe dans notre monde. Et il s'agit donc, pour répondre à votre question, tout d'abord de dédramatiser, de nommer ça, hein, de dire c'est normal que vous vous sentiez mal, c'est normal que vous dormiez mal, c'est normal que vous vous posiez des questions, que vous vous interrogiez sur vos valeurs, sur la vie, sur la mort, etc. Et parlons-en. Parlons-en. Oui, c'est normal. Ne gardez pas ça pour vous dans votre petit coin. Ne restez pas avec vos peurs et la honte qu'elles peuvent provoquer. Voilà, c'est vraiment la première démarche. Et ensuite, donc, dédramatiser cet état. Hein. Expliquer que chaque fois qu'on a un choc, il y a une espèce d'onde de choc qui doit se dissiper petit à petit. Puis après, bien sûr, plus on va trouver le moyen de donner un sens, en tout cas d'en inventer un, plus l'énergie va pouvoir repartir. Un traumatisme, c'est comme un accident qui, à un moment donné, va bloquer une voie d'énergie. Il va falloir retrouver le moyen pour que ça puisse recirculer.
Effectivement, il y a cette notion de choc qui est pour le coup collective suite à ces événements, mais qui, pour laquelle certains spécialistes ont tout de même mis en garde. Comme vous le dites, il est normal d'être chamboulé par tout ça parce que ça nous a touchés tous de manière pas forcément frontale, mais en tout cas, quelque part, on est tous la cible potentielle de ce genre d'événement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut se dire actuellement, mais à ne pas confondre tout de suite avec le syndrome post-traumatique qui est lui bien particulier. Certains spécialistes le disaient, voilà, c'est normal d'être un peu chamboulé, d'être triste, d'avoir des émotions. Il ne faut pas pour autant penser qu'on va mal et qu'on... Disons qu'il y a une phase, il y a un moment à partir duquel on parle, c'est la même chose pour les deuils d'ailleurs, hein. Il y a un moment à partir duquel on parle d'un deuil compliqué ou d'un deuil qui est resté bloqué et d'un syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il est en effet normal après un choc, hein, vous vous cognez, vous avez mal, vous avez une bosse. Si en revanche vous avez encore mal 6 mois plus tard, c'est peut-être qu'il faut aller voir un ostéo ou passer une radio, hein. Voilà. Et en fait, on va accompagner, puisque là les événements sont tout frais, on va accompagner la digestion psychique, hein, de ces événements pour éviter que ça se transforme en vrai syndrome de stress post-traumatique avec peut-être des cauchemars à répétition. On a vu des gens qui, après une agression, ne sortaient plus de chez eux. Et c'est ça qu'on veut éviter. C'est qu'il faut trouver le moyen pour que la vie puisse recirculer, en fait. Donc, c'est-à-dire le traiter rapidement. Tout à fait. Donc, la première étape, c'est la dédramatisation. Après, on rentre dans quelle phase ? Alors, je ne peux pas vous répondre là, Roxane, parce que c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont vivre un traumatisme en étant sidérés, d'autres en étant tout de suite dans l'émotion, d'autres en étant dans le clivage, c'est-à-dire que c'est tellement horrible qu'ils se coupent d'eux-mêmes tellement c'est fort. Et ça, chacun a une réaction différente. En revanche, il faut, je dirais, créer un espace de confiance et de sécurité où la personne puisse partager ses émotions. Et si ces émotions sont en effet complètement coupées d'elle-même, si elle s'est coupée, lui permettre petit à petit d'approcher cette espèce de zone enquistée, clivée, pour aller libérer ce qu'il y a derrière. Et ça, bon, ça dépend de chacun. Chacun arrive avec je dirais, avec des symptômes qui sont différents. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, on peut appeler le nettoyage des blessures. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on arrive à un thème que vous avez abordé et vous êtes là pour en parler, c'est le pardon. Le pardon. Vaste sujet. Alors, il y a eu ces journées du pardon dont nous avons parlé toutes les deux à plusieurs reprises. Nous y étions d'ailleurs toutes les deux au Val de Consolation, dans ce lieu absolument magique, organisé, donc un événement organisé par Annabelle et Olivier Claire. C'était la 3e édition, donc fin octobre. 4 jours intensifs avec différents intervenants. Il y avait une vingtaine, je crois, de participants. Voilà, avec une vingtaine d'intervenants et environ 200 participants qui venaient apporter des témoignages, animer des ateliers, des conférences sur cette thématique du pardon. Alors, comment ressortez-vous de ces journées du pardon ? Très nourrie. C'est la 2e année consécutive pour moi, ces journées du pardon. Et chaque fois que j'ai vécu quelque chose de différent, la première année, j'ai eu l'impression en fait que les témoignages qui étaient là ont permis de presque de provoquer des électrochocs chez des gens. C'est-à-dire d'aller nous connecter en fait à des histoires qui sont tellement au-delà parfois de ce qu'on peut imaginer. C'était extrêmement bouleversant. Et cette année, l'impression que j'avais, c'est que c'était quelque chose de beaucoup plus doux, comme si après ces rencontres avec des choses fortes, extrêmement fortes, il était vraiment temps d'aller mettre du baume, d'aller apaiser, d'aller se réconcilier. Voilà, moi je l'ai vécu comme ça en fait. Se réconcilier avec qui ? Avec soi-même d'abord, hein, vous savez que ça fait partie de mes obsessions.
Alors en quoi le pardon, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est quelque chose qu'on fait pour l'autre, finalement pour déculpabiliser l'autre ou lui rendre son humanité, mais en quoi le pardon est un acte, enfin, il peut être considéré comme un acte d'amour de soi? Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, déculpabiliser l'autre et lui rendre son humanité. Il y a des gens qui sont coupables et c'est important qu'ils en soient conscients. Si les vrais coupables étaient conscients de leur culpabilité, il y aurait certainement moins de récidivistes. Ça, c'est une première chose. Et puis, leur rendre leur humanité, il y a quand même une grande partie de gens sur cette planète qui, visiblement, n'ont pas très envie, n'ont pas du tout envie de pouvoir prétendre au titre d'humain avec un grand H. Voilà, je voulais juste dire ça. Alors, le pardon concernant soi-même. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez répéter votre question, Roxane? Parce que je suis partie dans les digressions et du coup, j'ai oublié d'où vous veniez. Oui, non, en fait, comment, finalement, moi aussi, du coup, j'ai un trou de mémoire. Le pardon à soi-même, quoi, en gros. Vous voulez que voilà, je parle de ça? C'est ça. Voilà. Alors, oui, pourquoi commencer par soi-même? Non, ce que je disais, c'est qu'en fait, vis-à-vis de l'autre, on peut avoir tendance à considérer le pardon comme un acte altruiste, c'est-à-dire un acte qui va, ce que je vous disais, c'était déculpabiliser l'autre, lui rendre... Comme si on allait laver l'autre de sa faute, quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être lavés de leur faute, qui ne sont pas convaincus du tout qu'ils ont fauté. D'ailleurs, ils sont convaincus d'avoir fait ce qui était juste, que ce soit la vengeance divine ou les vierges au paradis, ce genre de choses. Donc, il y a plein de gens qui ne nous demandent pas pardon déjà. Donc le pardon est plutôt à envisager comme un cadeau qu'on se fait à soi-même. On en parlera probablement tout à l'heure de ce témoignage bouleversant de ce monsieur qui d'ailleurs est journaliste, j'ai appris ça tout à l'heure, et qui a perdu sa femme dans les attentats. Le pardon, je crois, vise à nous laver nous-mêmes. Olivier Clerc, l'organisateur des Journées du Pardon, a cette expression magnifique, il parle de la douche du cœur. Comme si tous les matins, après s'être lavé les dents, s'être coiffé, etc., s'être rasé, s'être maquillé selon les cas, on doit aussi penser à nettoyer notre cœur. Moi, j'avais un ami thérapeute qui disait l'orgueil, c'est comme la barbe, tous les matins, il faut raser. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Et là, en plus, maintenant, je rajoute, il y a aussi la douche du cœur, c'est-à-dire aller prendre le temps de sentir avec quoi on est, et qu'est-ce qui risque de nous alourdir. Et toutes les pensées qui nous maintiennent en lien, mais un lien négatif avec quelqu'un qui nous a fait du mal, toutes ces pensées-là nous font du mal. Quand on déteste quelqu'un, je pense qu'il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. On a mesuré ce qui se passait dans le cerveau d'un être quand il médite, quand il prie, quand il est en pleine extase mystique, quand il fait du yoga et ce genre de choses. J'imagine qu'on a aussi mesuré ce qui se passe quand on déteste, quand on hait quelqu'un, quand on est dans un désir de revanche, etc. Ça ne doit pas être formidable, et le corps souffre de ça. Donc le pardon, c'est d'abord réussir à s'apaiser soi-même par rapport à un événement pour arrêter de perdre des forces pour rien. Alors on peut dire plein de choses là-dessus. On peut dire aussi que tant qu'on n'a pas fait la paix avec notre histoire, parce que quand on parle de pardon, on parle forcément d'un événement qui nous a à un moment donné blessés, maltraités, abîmés, etc. Et que cet événement est gravé, on ne va pas pouvoir, par un procédé magique, faire comme s'il n'avait pas eu lieu. Il est là, on va devoir vivre avec cette mémoire. En revanche, la façon dont on le considère, la façon dont on le vit et la façon dont on le traite, et quand je parle de traiter, je parle de traiter au sens de traiter une information, et dont on le comprend, dont on se le raconte, qu'est-ce qu'on brode autour de cet événement. Tout ça, on a un pouvoir dessus. Et on peut nous-mêmes devenir nos propres bourreaux. L'être humain fait ça tellement, avec tellement d'imagination et tellement de perfection des fois, en continuant à ressasser une blessure. Et il s'agit de sortir de ce cercle vicieux-là déjà. Vous auriez un exemple précis concernant ces histoires que l'on se raconte au travers des événements qu'on vit? Oui, bon, j'en ai plusieurs, mais cet après-midi, j'ai reçu une dame qui est peut-être d'ailleurs en train de m'écouter, qui fait
un chemin magnifique qui a failli d'ailleurs venir aux Journées du Pardon. Puis au dernier moment, elle n'a pas eu de vacances, elle n'a pas pu. Et régulièrement, elle est tentée, et elle analyse ça avec beaucoup de courage et de conscience, elle est tentée régulièrement de repenser à son ex. Elle a vécu une relation extrêmement insatisfaisante pendant très longtemps. Et puis derrière cette relation impossible à couper, il y avait des deuils non faits. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était très difficile de se séparer de cette personne parce que symboliquement, ça la renvoyait à d'autres personnes. Bref. Et régulièrement, elle est tentée, elle s'en rend compte, elle est tentée de ressasser et d'avoir peut-être quand même envie de lui faire un peu mal, etc. Et puis elle s'en rend compte, et alors là, elle récupère cette énergie, mais ça demande un effort. Et puis elle essaie de l'investir dans autre chose. Voilà. Et finalement, c'est une question de temps. Hein. Chaque fois qu'on est tourné vers l'arrière, on ne peut pas regarder devant nous. C'est aussi simple que ça. Et pour avancer, il vaut mieux regarder devant soi. Et puis, comme vous le disiez, différentes études ont prouvé les effets négatifs du ressentiment, notamment des études universitaires nord-américaines qui démontrent clairement que le pardon aurait des bénéfices pour la santé, allant de l'amélioration du sommeil à l'allongement de l'espérance de vie, en passant par la diminution de la pression artérielle. Au contraire, le ressentiment produirait une élévation des émotions négatives. Celle-ci impacte forcément le corps, tant au niveau cardiaque, entraînant une élévation de la pression artérielle qu'au niveau de l'activité électrique du cerveau, notamment au niveau du lobe frontal. Donc à long terme, il constate une altération de la santé physique générale chez les personnes rancunières. Ces personnes souffrent aussi plus souvent de maux de tête, de troubles digestifs, de douleurs lombaires, d'anxiété, voire de dépression. Tout à fait. C'est quand même intéressant de le savoir, hein, quand on a des mots comme ça un petit peu symptomatiques régulièrement, on ne sait pas pourquoi, d'aller creuser et voir ces émotions refoulées. Ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue il y a une quinzaine d'années d'un monsieur qui était lui-même thérapeute et qui nous racontait qu'il a passé des années à souffrir d'un ulcère à l'estomac. Et il avait analysé le truc dans tous les sens. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas digéré. Et ses copains thérapeutes lui disaient, mais c'est quoi? Et il cherchait, il ne trouvait pas. Et en fait, par hasard, heureusement qu'il a eu cette chance de rencontrer ce hasard avec un grand H, il a réussi à comprendre qu'il avait passé 15 ans avec son ex-femme qui était une ex-enfant maltraitée et qui donc, comme beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses et qui ne l'ont pas guéri, parce qu'on peut avoir été maltraité et l'avoir guérie. Ce n'était pas son cas à elle. Elle avait eu évidemment des comportements qui n'étaient pas adéquats et qui ont évidemment pesé sur le couple. Donc il a passé 15 ans à supporter des comportements difficiles. Il aimait profondément cette femme. Et à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il a décidé donc de la quitter. Ça a été très compliqué. Et tout le monde lui disait, mais t'es sûr que t'en veux pas un petit peu à ton ex-femme ? Il disait, mais non, comment je pourrais lui en vouloir? C'est une femme qui a vécu des choses tellement difficiles et qui a été tellement courageuse et qui a fait tout ce qu'elle a pu pour s'en sortir, etc., etc. Et en fait, ce qui se passait dans son estomac, c'est qu'il y avait en effet une colère contre cette femme qui lui avait quand même infligé 15 ans d'abstinence sexuelle. Et alors, il avait bien voulu l'accepter aussi, hein, il aurait pu ne pas le faire. Et en fait, cette rancune, cette rancœur était masquée sous une dose de compassion qui était réelle, qui faisait qu'il ne pouvait pas imaginer une seule seconde en vouloir à cette femme, parce que c'était pas juste, elle avait déjà tellement souffert. Et en fait, le travail pour lui a été de comprendre qu'il pouvait en même temps éprouver une compréhension, une compassion, une empathie sincère et une profonde admiration pour cette femme qui en effet avait vécu des choses très difficiles, et en même temps être super en colère parce qu'elle lui avait foutu 15 ans de sa vie en l'air. Voilà. Et une fois qu'il a pu aller entendre ça, ça a pu être dénoué, ça a pu être digéré. Voilà. C'est-à-dire que l'émotion de la colère ne reste pas. Voilà, c'est ça. Et comme la plupart de nos émotions sont des événements, j'aime bien ce mot, sont des événements énergétiques. Hein. C'est comme un nuage qui passe, une pluie qui tombe, un rayon de soleil, vie, etc. C'est la vie, c'est la nature, voilà, c'est les cycles. Ces cycles si merveilleux et si mystérieux de la vie. Et si on essaye de les enfermer, de les contraindre, il y a eu un barrage qui a sauté au Brésil, vous avez été au courant, on ne peut pas impunément essayer de contraindre
restreindre la nature. À un moment donné, ça pète, quoi. Et pour nos émotions, c'est la même chose. Si on ne peut pas accepter d'aller sentir qu'il peut y avoir à un moment donné une colère qui est justifiée, on va bloquer un processus. Et c'est là où il y a quelque chose qui va s'enquister et qui va entraver la vie, en fait, et entraver la bonne santé psychique. Donc il s'agit, et c'est fondamental par rapport à la démarche du pardon, il s'agit d'aller accepter de guérir nos blessures, comme vous disiez tout à l'heure, mais pour guérir nos blessures, encore faut-il les reconnaître. Tout par-delà. Hein. Combien de gens j'entends me dire « Ah, mais moi j'ai pardonné ça ». Ok, vous avez pardonné. Vous avez pardonné à votre ex de travailler trop et pourtant, ça fait 15 ans que vous êtes célibataire et vous n'avez pas refait votre vie. Il y a un truc un peu louche là, vous voyez. C'est-à-dire que pardonner, c'est vraiment accepter d'aller sentir la blessure. Tant qu'on ne l'a pas senti, on reste clivé de quelque chose et on construit sur du faux. Et si on construit sur du faux, on ne construit pas grand-chose. Alors, sauf que tout vient de l'enfant, j'imagine, puisqu'on ne nous apprend pas à gérer nos émotions, à les accueillir en tout cas. Comment ça se passe pour un enfant? Pourquoi est-il amené comme ça à enfouir ses émotions au plus profond de lui? Alors, je crois qu'il y a des natures aussi, hein. Il y a des tempéraments. Il y a des gens qui ont des émotions. Moi, j'ai un fils comme ça, qui me ressemble, j'avoue. Il y a des gens qui ont des émotions tellement fortes qu'ils ne peuvent pas les enfouir longtemps. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen de les exprimer. Et puis il y a des gens qui ont une capacité un peu plus importante que les autres à se dissocier d'eux-mêmes. Ça peut être très utile à certains moments, ça peut être aussi très dangereux parce qu'on peut se retrouver avec une vie complètement morcelée où il y a un bout de truc par là, un bout de truc par là. Bon, après, chacun choisit ce qu'il veut faire de ça, mais... Voilà, donc certains sont plus doués que d'autres, je crois, pour sentir et pour exprimer ce qu'ils sentent. Et puis après, bien sûr, il y a la façon dont c'est accueilli. Et alors bien sûr, surtout depuis Françoise Dolto, on sait que l'enfant est un petit adulte en puissance, que c'est un être humain. On sait depuis pas très longtemps d'ailleurs que les enfants ressentent. Ça serait intéressant de chercher, mais ça date de quelques centaines d'années. On croyait avant qu'ils ne sentaient pas comme les animaux. Ils ne sentaient pas. Vous arrachez une dent à un enfant, il ne le sent pas. C'est quand même incroyable. Enfin bon, moi ça me rend dingue ce genre de choses. Donc, on sait que les enfants ont des émotions, on sait qu'on doit écouter ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils disent, même leurs avis, leurs opinions, ce qui ne veut pas dire tout accepter et démissionner en tant qu'éducateur. Attention, c'est complètement différent. Mais en tout cas, on est encouragé en tant que parents à écouter nos enfants, à les prendre au sérieux, en fait. Mais après, il y a des questions de temps. Je veux dire par là que quand vous avez 4 ou 5 enfants et que papa travaille, maman travaille et qu'en plus il faut sortir le chien et nettoyer l'aquarium, etc. Enfin, j'exagère un peu, mais vous ne pouvez pas passer 1 heure chaque soir à écouter en long, en large, en travers toutes les émotions de votre ado qui vient de se faire plaquer par son petit copain, du petit dernier qui a perdu son doudou et de la grande qui va passer son bac. Enfin, il y a des questions aussi de disponibilité. Et c'est ce qui fait que notre chemin d'être humain, il oscille entre cette liberté d'expression que nous devons trouver pour nous reconnecter à notre vérité, à notre authenticité, et puis une contrainte incontournable qui est celle de la réalité, du temps et de l'espace que les autres nous laissent. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à exprimer ses émotions. Ou alors on en fait un métier. On devient artiste, par exemple. Mais même en étant artiste, si vous rentrez chez vous le soir et que vous passez 3 heures à expliquer à votre femme ou à votre mari que vous avez mal aux pieds ou machin, au bout d'un moment, il va prendre la porte. Mais est-ce que ça ne consisterait pas à les exprimer seul à seul, avec soin ? Ah, bien sûr, tout à fait. Et ça, c'est la première chose qui nécessite d'avoir déjà un bon contact avec soi-même. Demander à quelqu'un qui a été abandonné émotionnellement, je veux dire abandonné affectivement, d'aller contacter son sentiment de solitude ou sa tristesse, ça va être effroyable. Et il faut mieux pas que la personne le fasse, parce qu'elle risque vraiment là, de passer une période très dépressive. En revanche, et c'est à ça que sert le psychothérapeute. Il y a un cocon qui est créé pour que quelqu'un puisse aller se reconnecter à ses émotions. Et le thérapeute va les accueillir et en fait virtuellement lui tenir la main. C'est comme si il lui disait allez, on va descendre là dans le puits, mais je vous tiens et je vous lâcherai pas, et je vais vous aider à remonter après. Voilà.
et je pense qu'une fois qu'on a construit cette espèce de sécurité intérieure, on peut aller soi-même, et c'est le but d'ailleurs d'une thérapie. Vous parliez d'autonomie tout à l'heure, c'est vrai que c'est un mot qui est important pour moi. Une fois qu'on a construit ce lien à soi-même qui est solide, qui est bienveillant, qui est rassurant, on va pouvoir aller contacter nos émotions. Et puis voilà, les regarder, les accueillir et assister au fait que la plupart du temps, elles se dissolvent d'elles-mêmes. Hein, c'est comme si on allait, comment dire, comme si on allait traverser un nuage. Alors c'est pas agréable sur le moment. Puis à un moment donné, on a traversé, mais et tout est limpide autour. C'est ce que veut dire, vous avez dit là il y a quelques instants, se reconnecter à sa vérité, à son authenticité, ça veut dire ça ? Ça veut aussi dire ça, en effet. Parce que notre vérité et notre authenticité, ça c'est important aussi par rapport à la question des traumatismes, des blessures et du pardon. Notre vérité, c'est que nous ne sommes pas aussi forts que nous voudrions être. Et oui, ça c'est une grande vérité. Et ça fait quelques années que je sais qu'il faut que j'écrive un livre là-dessus. Alors ça y est, j'ai le titre, j'ai un petit bout de l'introduction. Je m'y mettrai probablement en janvier quand l'autre sera paru. Notre authenticité, c'est ce patchwork magnifique que nous sommes, composé de force, de fragilité, de choses dont nous sommes fiers, de choses qui sont désagréables. Mais tout ça, c'est en évolution. C'est-à-dire que la tristesse qu'on peut ressentir à un moment donné, elle va, une demi-heure après, laisser la place à de la joie. Donc c'est accepter ça. Et accepter donc de pouvoir rencontrer nos blessures, rencontrer ces émotions désagréables, les traverser, le sentiment de faiblesse, d'impuissance, les larmes, le deuil, tout ça, c'est la vie. Ouais, finalement, c'est accepter d'être vulnérable. Et oui. Alors en tout cas, les différents thérapeutes qui ont participé à ces études, qui montrent clairement les vertus du pardon, ont constaté aussi pour les victimes de traumatisme les vertus de cet outil, enfin si on peut dire que c'est un outil, parce que c'est peut-être un petit peu réducteur. Ils ont par exemple remarqué que le soulagement apporté par le pardon favorise les capacités d'adaptation et la guérison de ces personnes. Tout à fait. Je rajoute que le pardon a un temps. Le pardon, c'est le résultat d'un processus et il ne faut pas escamoter des étapes. J'entends des gens me dire, je vous le disais tout à l'heure, j'ai pardonné, ça y est, c'est réglé, mais quand même j'ai un petit ulcère qui est toujours là. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas bouclé, qui n'est pas réglé. Il faut vraiment aller accepter de rencontrer la réalité de l'événement, de ce qui s'est passé. Hein, parce que sinon, c'est comme si on avait perdu une partie de soi, je crois. Et c'est une fois qu'on a récupéré notre histoire, en fait, qu'on peut décider de s'en faire une alliée et d'arrêter d'en rendre les autres responsables. Hein, parce que, vous parliez d'autonomie, tant qu'on rend les autres responsables de nos malheurs, on offre notre pouvoir à l'autre. Et notre vulnérabilité, c'est bien, mais il faut aussi sentir notre pouvoir si on veut être heureux dans la vie. Sinon, on reste des victimes, on se plaint toute notre vie, on est complètement démunis. Nous allons aborder la première page promotionnelle. Si vous voulez contacter Anne-Catherine Sabas, psychothérapeute et sophrologue, un numéro de téléphone, le 01 48 73 65 09. Je répète, le 01 48 73 65 09. Vous pouvez aussi aller consulter le site internet anne-catherine-sabas, sabas.com. Anne-Catherine-sabas.com, ce sont les tirets du 6. Et puis concernant l'actualité d'Anne-Catherine, puisque je vous ai dit qu'elle était auteure de nombreux ouvrages, vous pourrez vous procurer en janvier un nouvel ouvrage intitulé « Le pouvoir d'être heureux » aux éditions Bussière.
Donc on parlait de vulnérabilité, Anne-Catherine, mais certains ont une force remarquable. Vous l'avez cité tout à l'heure, il s'agit de ce journaliste Antoine Léris, dont on a choisi de rapporter le témoignage aujourd'hui, parce que rien ne parle mieux que l'expérience, et pour le coup lui est véritablement bien placé pour parler du pardon, puisque cet homme a perdu son épouse Hélène, qui était au Bataclan ce soir-là, et qui a perdu la vie, et ce journaliste assurait la chronique Tabloscopie sur France Info, et a publié un post poignant et digne sur son profil Facebook. Donc je vais vous lire ce que cet homme a écrit. Vous n'aurez pas ma haine. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils. Mais vous n'aurez pas ma haine. Je sais pas ce qui vous êtes, et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché, pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore. Je l'ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d'attente, elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j'en suis tombée éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr, je suis dévastée par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours, et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre, car non, vous n'aurez pas ma haine, et vous n'aurez pas sa haine non plus. Je suis bouleversée chaque fois que j'entends ce témoignage. C'est vrai que c'est... je vous propose de l'écouter également, puisque c'est aussi autre chose d'entendre sa voix lorsqu'il est interviewé. Donc on l'écoute tout de suite. Les victimes des attentats de vendredi ont des noms, des histoires, des familles, des amis, y compris ici, chez nous, à Radio France. Bonsoir Antoine Léris. Oui, bonsoir. Les auditeurs vous connaissent, vous êtes journaliste à France Bleu, et puis vous êtes passé aussi par France Info avec votre chronique Tabloscopie. Votre femme, Hélène, était au Bataclan vendredi soir et elle y a perdu la vie. Tout le monde à Radio France pense fort à vous, Antoine, et je crois que je peux le dire aussi au nom des auditeurs, au nom de celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Mais si vous êtes avec nous ce soir sur France Info, c'est aussi parce que vous avez publié sur Facebook un texte qui a beaucoup circulé depuis hier. Vous vous adressez aux terroristes et vous leur dites « Vous n'aurez pas ma haine ». Quand avez-vous décidé de leur écrire, Antoine ? En fait, ça s'est fait... j'ai pu enfin aller voir Hélène lundi matin. Et ça m'a fait un bien que je pouvais même pas imaginer, de la voir, de me dire que... Excusez-moi. De me dire que le cocon existait encore, qu'on pourrait vivre encore tous les trois quelque part et qu'elle serait avec nous. Et à partir de ce moment-là, les mots sont venus tout seuls. On est rentré, je suis allé chercher Melville à la crèche, on est rentré pour faire le déjeuner, se coucher tranquillement. Et puis moi, je me suis mis à mon ordinateur et les choses sont sorties telles quelles. Et sachant pas quoi faire avec ça, je l'ai posté sur Facebook, alors que ça faisait des semaines que j'y avais pas été, et puis le reste, ensuite j'ai découvert ce que c'était devenu le soir quand Melville s'est couché, aux alentours de 20h, quand j'ai commencé à recevoir sur mon téléphone des messages, des dizaines de messages du monde entier. Voilà, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'effectivement
le texte que j'avais écrit avait pu toucher certaines personnes. Ce texte, vous y parlez aussi, Antoine de Melville, donc votre fils de 17 mois, et vous dites notamment, toujours vous adressant aux terroristes, à ces tueurs, à ces assassins, vous avez volé l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Et c'est cette phrase peut-être qui a le plus frappé les internautes et les auditeurs aussi qui ont découvert votre texte. J'ai l'impression que c'est la... Non, j'ai même pas envie de parler de punition à leur donner parce que... Mais j'ai l'impression que c'est la meilleure réponse à donner. Ils n'auront pas ce qu'ils cherchent et je continuerai à aimer la musique et à sortir et je continuerai à vivre parce que je veux pas que mon fils grandisse dans la haine ou dans la violence ou dans le ressentiment. Moi, de toute façon, il y a une grande partie de moi qui est partie avec Hélène ce jour-là. Le reste, ce qui reste de moi est pour Melville et pour lui, je suis obligé d'oublier la haine, d'oublier le ressentiment, d'oublier la colère. S'il grandit là-dedans, il deviendra exactement ce que eux sont devenus. Des gens aveugles, violents, qui préfèrent les raccourcis au chemin plus complexe de la réflexion, de la raison, de la culture, des gens qui refusent de voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire magnifique. Et voilà, donc moi j'étais obligé pour lui. Là, je pense, c'est plus moi dont il est question. Et vous écrivez aussi, Antoine, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. On se tiendra debout. Et je vais vous raconter une anecdote, ça peut paraître insignifiant, mais alors donc en fait, tous ceux qui connaissaient Hélène vous diront que Hélène, c'était d'abord des grands yeux, des yeux immenses, ça lui mangeait littéralement le visage. C'était son regard d'abord qui frappait. Et Melville, lorsqu'il est né les yeux ouverts. Il est sorti du ventre de sa mère avec déjà les yeux ouverts. Et l'idée, ce que je voulais dire, c'est que je l'aiderais à les garder justement ouverts sur la culture, ouvert sur les livres, ouvert sur la musique, quelle qu'elle soit, ouvert sur l'art, ouvert sur tout ce qui fait voir le monde par un prisme qui est à l'opposé de celui par lequel les terroristes le voient. Donc je voulais lui donner ça parce que c'est aussi ce que sa mère aurait voulu lui laisser. C'est ce que sa mère lui a déjà un peu laissé. Il aime déjà beaucoup la musique, il aime déjà beaucoup les livres, il adore ça, les histoires, mais je continuerai pour lui à garder les yeux ouverts et je pense que lui se tiendra aussi debout. J'espère lui donner les armes pour qu'il se tienne debout, mais des armes de papier, de pinceau, des armes de notes de musique et pas des kalachnikovs. C'est un message pour ces terroristes, pour ces assassins, pour lui et puis pour nous tous aussi quand vous dites que nous ne sacrifierons pas, nous ne sacrifierons pas notre liberté pour notre sécurité. Oui, parce que... Alors, je voudrais surtout pas avoir l'air d'être un surhomme, parce que je le suis pas, et parce que je pense que ce que j'ai dit ce jour-là, peut-être que après-demain ou après-demain, je douterai de ce que j'ai dit à ce moment-là, et peut-être que je me laisserai tenter par moments aussi, par la méfiance, par la peur, par la haine, parce que je suis humain comme tout le monde, mais je sais qu'on a le devoir, et Hélène avait été très marquée par les attentats de janvier, et c'était une des rares personnes que j'ai vu réagir avec autant d'humanité et avec autant de compassion pour tous. Donc je pense qu'on doit faire l'effort de choisir le chemin le plus complexe, le chemin le plus long, le plus dur, celui de la réflexion, celui de la raison, celui du pardon, celui de continuer à vivre. Et voilà, je pense que peut-être demain, je vous dis, je douterai de ça. Peut-être que je ferai des erreurs, j'en ferai, c'est sûr. Mais au moins, j'aurai ça en tête, c'est ça pour me guider. Voilà, Antoine Léris qui était interviewé à France Info. Effectivement, c'est assez troublant, mais des témoignages comme celui-là, il y en a plein, hein, des victimes de génocide, d'abus absolument incroyables, intolérables, parlent de cet état de grâce qu'ils ont pu trouver, mais en dehors de toute religion parfois, et qui les a libérés. Je ne sais pas quoi vous dire là.
Bon, alors on pourrait peut-être faire une petite pause musicale, non? Avec Voilà. une chanson que vous avez choisie, Jacques Brel, hein, qui nous dit « Il nous faut regarder, il nous faut regarder ». Ce qu'il y a de beau. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme, les rues et les chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mers, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement, les berceuses des mers, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Voilà pour cette chanson de Jacques Brel que vous avez choisie, Anne-Catherine. C'est vrai qu'on parle de la haine souvent comme la part sombre de l'être humain, une face cachée de l'amour, comme une partie aussi intégrante de la constitution d'une personne et de son inconscient. Alors pourquoi contacter cette... Est-ce qu'on peut dire que c'est une émotion? Pourquoi sollicitons-nous cette ressource-là, si c'en est une Alors, est-ce que c'est nous qui la sollicitons ou est-ce que c'est elle qui nous sollicite? Je crois que peut-être que la question du libre arbitre peut nous aider. Hein. Nous avons en nous des instincts, des réflexes dont nous devons nous évertuer à être conscients. Voilà. La haine, on pourrait bien sûr donner des définitions de la haine, mais il y a certaines émotions ou sentiments qui vont dans le même sens, hein, la colère, l'irritation, la rage, la colère, la haine, etc., qui sont au départ l'expression d'une volonté d'affirmation, de survie et de défense de soi, à la base. On s'est senti envahi, maltraité, menacé, etc., ça va réveiller une espèce de pulsion d'autodéfense ou de défense carrément qui va mobiliser notre agressivité et nous pousser à nous battre d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe à un niveau extrêmement archaïque. Et c'est ce qui se passe chez les animaux. Un animal qui est menacé, s'il le peut, il va essayer de se défendre. Donc derrière la haine, il y a la peur. Oui, tout à fait. Je pense vraiment qu'il y a la peur, absolument, qui est en fait une émotion fondamentale chez l'être humain, enfin, chez les êtres vivants plutôt. Et la différence peut-être entre l'animal et nous les êtres humains qui sommes dignes de cette appellation, c'est que nous avons la possibilité de sentir ça et d'en faire quelque chose.
hein. Si je me mets à hurler à chaque fois que j'ai peur, ça va être invivable. Si je me mets à étrangler tous les gens avec qui j'ai un petit conflit, œil pour œil, dent pour dent, et le monde est aveugle, disait Gandhi, hein. Voilà ce qui va se passer. Et certaines personnes ont oublié qu'elles avaient cette possibilité de réflexion. Le témoignage de ce journaliste m'interpelle à plein de niveaux, mais aussi il parle plusieurs fois de réflexion. C'est-à-dire de possibilité d'élaboration de quelque chose qui est archaïque à la base. Pouvoir sentir. Je vais vous épargner les étages du cerveau et la façon dont ça fonctionne, mais en gros, il y a un réflexe archaïque, et puis après, il y a la possibilité de le sentir, de l'analyser, de le comprendre, et d'en faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est grâce à notre néocortex, qui est censé décider, est-ce que je sors la Kalachnikov, est-ce que je vais voir un avocat, est-ce que je téléphone avec à mon voisin avec qui j'ai un petit conflit pour lui demander, s'il te plaît, tu pourras pas mettre ta musique un petit peu plus bas, etc., etc. Est-ce que je ne fais rien? Est-ce que je me jette dans le frigo pour manger du chocolat parce que je suis stressée à cause de la musique de mon voisin? Il y a plein de manières. Mais on a la possibilité d'élaborer ça. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et oui, c'est ce qu'on appelle la conscience. Et quand ce monsieur dit, en parlant de ces terroristes, de ces assassins, que ce sont des âmes mortes, mais oui, ce sont des âmes mortes, parce qu'elles ont perdu la conscience de ce qu'elles font. Et je pense vraiment, comme il le dit, que le cœur de Dieu doit saigner d'autant de balles que ces gens ont reçu. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait dire que la haine que l'on a pour l'autre est le reflet de la propre haine qu'on a envers soi? Souvent. Peut-être même toujours, ça je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Mais ce qui est certain, c'est qu'on traite en général les gens comme on a été traité, et souvent comme on se traite soi-même. Ne serait-ce que parce que le programme d'amour n'a pas été installé chez certaines personnes. Et il suffit, comme nous dit Cyrulnik avec les histoires de résilience, il suffit d'une brève expérience d'amour pour qu'on puisse comprendre ce que c'est, sentir ce que c'est que d'être bien traité, d'être vraiment soigné dans le sens anglais, caring, hein. Et puis, y a des gens qui n'ont jamais vécu ça. C'est bien triste pour eux. Et puis il y a des gens qui l'ont vécu, et ça c'est peut-être même encore plus triste, qui l'ont vécu et qui à un moment donné vont être embrigadés dans quelque chose. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'emprise, sur ces embrigadements, ces lavages de cerveau qui font qu'à un moment donné quelqu'un va basculer dans une attitude extrêmement fermée, extrêmement aveugle, extrêmement inhumaine. Mais il faut avoir une faille, non, pour ça? Ou pas forcément? Je crois que nous avons tous des failles. Je crois que nous ne pouvons pas, je touche du bois, nous ne pouvons pas nous avancer et jurer que nous ne deviendrons pas fous un jour. On n'en sait rien, on ne sait pas. On a vu des gens extrêmement équilibrés qui tout à coup sont sortis d'eux-mêmes, vraiment, hein, parce qu'ils avaient vécu des choses horribles, etc. Essayons de garder la conscience, comme disait ce monsieur, il aura des moments où il sera tenté par la haine, mais évidemment, c'est évident, mais que vraiment il ait cette conscience de le reconnaître le plus rapidement possible et d'avoir ce courage, parce qu'il en faut. Il faut du courage, je pense, pour, comme il disait, ne pas prendre ce chemin rapide. Hein. J'ai mal, je tue. Il faut du courage pour aller descendre en soi et apaiser sa blessure. Parce que c'est encore de ça dont il est question. Si j'accepte de sentir mon chagrin et de le prendre en charge et de l'apaiser moi-même, déjà ça va m'occuper. Et pendant ce temps-là, je ne vais pas décharger au sens de décharger une pulsion. Hein, je vais garder mon énergie pour apaiser. Décharger une pulsion, c'est-à-dire que l'émotion qui est trop intense est trop douloureuse à ressentir et projetée vers l'extérieur. Absolument. Il y a plein d'ailleurs d'émotions qui en masquent une autre.
hein. On est en colère ou où on fait le ménage parce qu'au fond il y a un truc qui est super douloureux et parce que on a envie de se sentir fort, donc on préfère aller accuser le voisin, se plaindre, tourner en rond chez soi, éviter en fait d'aller sentir l'émotion. Et parfois chez certaines personnes ça va jusqu'à tuer, jusqu'à décréter que c'est le voisin, l'autre peuple, l'autre religion qui est la responsable. Voilà. Je voulais raconter quelque chose. Je prends très rarement les transports en commun et pour venir ici, je les ai pris. Et je cherchais le regard des gens, en fait. Comme j'ai fait samedi après les attentats, quand je suis allée dans Paris, je cherchais le regard des gens. Et je trouvais très peu d'écho, en fait. La plupart des gens étaient vraiment très, très plombés, ce qu'on peut comprendre. Et aujourd'hui, j'ai vu des choses magnifiques. J'ai vu... Vous savez, un peu comme quand la nature, quand ça commence à se dégeler, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu de givre quelque part, mais on sent qu'il y a une petite herbe qui essaie de sortir et qu'il y a un petit oiseau qui chante et il y a un petit rayon de soleil qui pointe là. Et on sent que cette nature, de toute façon, elle est programmée pour ça, elle va réussir à sortir malgré la neige, malgré tout ce qui est sclérosé. Et en fait, j'ai vu des sourires magnifiques tout à l'heure dans le métro, des gens qui m'ont tenu la porte, comme si, en fait, chacun, on essayait d'aller aussi activer chez l'autre cette solidarité et qu'on avait envie de se dire, on est tous ensemble là. Jusqu'au moment où je suis sortie du métro, je ne savais plus de quel côté il fallait aller, je me suis dit, je vais demander à quelqu'un, et puis en fait, je suis tombée sur une dame qui m'a dit « Ah, mais si vous voulez, on va regarder ». Et elle m'a sorti son portable et elle a regardé. Je trouvais ça super sympa. Et parce qu'elle aurait très bien pu ne pas le faire. Et je ne sais même pas moi-même si je l'aurais fait, vous voyez. Et je lui ai dit « Oh, c'est très gentil, c'est vraiment sympa de votre part ». Voilà. Donc, la conscience qui permet le libre arbitre, qui permet de décider ce qu'on va activer à l'intérieur de nous. Ouais, donc c'est qu'une question de choix de chaque instant. C'est ça, hein, la liberté. Tout à fait. Alors des choix qui ne sont pas forcément possibles, hein. Il y a des réflexes à certains moments. Hein. Vous pensez qu'il y a des moments où on n'a pas le choix ou on a toujours le choix? Alors ça, non, je pense qu'on est différents là encore. Hein. Je pense qu'on est différents. Mais il y a chez certaines personnes des interdits. L'interdit de tuer, par exemple. On a vu des gens qui auraient eu peut-être toutes les raisons du monde d'aller... s'en prendre physiquement à une personne qui les avait maltraités, à croiser son regard et se dire mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me transformer en monstre comme cette personne, hein, parce que c'est mon âme que je vais perdre, hein, et c'est ce que dit ce monsieur, et c'est ça qui est bouleversant. Ils lui ont pris sa femme, mais ils ne vont pas lui prendre son âme. Ouais, c'est ça, ne pas devenir comme l'agresseur. C'est vrai que c'est aussi la réflexion qu'on peut avoir, par exemple, concernant la peine de mort, hein. De quelle mesure peut-on enlever la vie de quelqu'un sous prétexte qu'il a enlevé la vie à un autre? Vous voulez mon avis? Je vais répondre à côté de la question, même si j'ai une grande affection pour Victor Hugo qui s'est battu contre la peine de mort. Je vais répondre à côté de la question parce que je pense fondamentalement qu'il faut protéger les victimes. Et je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut tuer les méchants, hein, bien sûr. Donc je pense que vous avez compris ma réponse, évidemment. Je ne suis pas pour la peine de mort. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une société a besoin d'être protégée et qu'il y a des gens qui devraient vraiment rester toute leur vie en prison. C'est ma position. En tout cas, de cette petite herbe qui monte le bout de son nez parfois dans un désert gelé, il y a parfois des roses qui en sortent. C'est le cas de Jean-Paul Sampoutou qu'on a rencontré aux Journées du Pardon. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que c'est absolument poignant de l'entendre, de voir toute cette joie qui rayonne, hein, quand il parle de son histoire. J'ai discuté avec Jean-Paul Sampoutou parce que nous étions dans le même hôtel que lui. Il y avait un hôtel spécial pour les intervenants. Enfin, bon. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec ce monsieur et de son témoignage, de son histoire. Donc, en 2 mots, hein, son histoire, au Rwanda, les Hutus, les Tutsis. Jean-Paul avait un ami, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs, Vincent, je crois,
qui, à un moment donné, s'est avéré être le meurtrier de son père. Voilà. Et ils ont fait une démarche de pardon, ce qui, bien sûr, ne ramène pas son père à la vie, évidemment. Et Jean-Paul me disait que, finalement, une des choses les plus difficiles dans toute cette histoire, c'est que quand il a commencé à parler du pardon et à s'afficher avec Vincent, et à essayer de prendre position ouvertement, pas essayer d'ailleurs, il l'a fait, pour que cette guerre cesse, pour que ces représailles et ces règlements de compte continuent de génération en génération, pour que ça s'arrête, pardon, il s'est trouvé face à quelque chose qu'il n'avait pas du tout prévu, à savoir que son camp l'accusait de les trahir, en fait, parce qu'il pardonnait à l'ennemi. Voilà. Et que donc non seulement il a perdu son père et les 3/4 de sa famille dans ce génocide, mais en plus, il a été renié, rejeté par son clan parce qu'il avait choisi l'amour et le pardon. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'a le plus touchée. Et j'ai eu besoin de dire à cet homme, au-delà de... Je suis désolée de ce qui est arrivé, mais il doit l'entendre tellement de fois, que j'avais une profonde admiration pour ce choix qu'il avait fait, parce que cette conscience et ce choix de privilégier, de choisir, entre guillemets, le bon côté de la force, de choisir l'amour, de choisir le pardon, dans un monde qui ne le choisit pas toujours, ça nous expose en plus à la solitude et au jugement des autres. Hein. Alors qu'on soit jugé parce qu'on a choisi la haine, je veux bien, ça paraît assez logique. Mais qu'on soit jugé parce qu'on a choisi l'amour, il y en a un qui est mort sur la croix pour ça, hein, faut pas l'oublier. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Et là, moi, j'admire vraiment. Oui, puis vous l'avez dit, hein, vous avez mis ces deux termes en relation, le pardon et l'amour. Donc c'est aussi ce qui est ressorti de ces journées, c'est que le pardon mène à l'amour. Et vice-versa d'ailleurs, parce que qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est entre autres l'engagement et la volonté et le goût, dans le sens d'aspiration. C'est l'aspiration à faire du bien à l'autre, ou en tout cas à ne pas lui faire du mal. Quand on aime, on veut protéger l'autre. Quand on aime, on veut le préserver. Si on ne protège pas l'autre et qu'on dit l'aimer, moi je pense qu'il y a un truc qui cloche. Et donc, quand on déteste l'autre, on sait bien qu'à un certain niveau, on lui fait aussi du mal. Nous allons aborder la deuxième page promotionnelle. Pour ceux et celles qui souhaitent contacter Anne-Catherine Sabas, psychothérapeute, sophrologue et auteure, un numéro de téléphone, le 01 48 73 65 09, le 01 48 73 65 09. Vous pouvez aussi aller voir le site internet anne-catherine-sabas.com. Le nom de famille d'Anne-Catherine s'écrit comme ceci, S-A-B-A-S, anne-catherine-sabas.com. Et puis sachez qu'un nouveau livre sort en janvier, un livre qui est intitulé Le pouvoir d'être heureux, voilà, aux éditions Bussière. Alors Anne-Catherine, on va accueillir les auditeurs. Si vous avez des questions, c'est le moment d'intervenir. Vous pouvez aussi exposer à Anne-Catherine vos problématiques de vie, voilà, quelque chose qui vous pose problème actuellement, notamment vis-à-vis de cette question du pardon, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Vous êtes invité à intervenir maintenant. Je vais mettre la chanson, puisque Jean-Paul Sampoutou, nous ne l'avons pas dit, est musicien. Donc il a écrit ce morceau, No More Genocide. Et nous attendons vos appels au 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20. Si yari injana mundu
intimba zigose benshi ab'intore babatishanga iyi mari idakinga akaboko naware kurokoka 14 years of suffering 14 years of wandering 14 years of remembering dore imyaka 10 irashize twibuka abacu twabuze batuvuyemo tutabishaka imana ibaheruka ridashira no more genocide in Rwanda no more genocide in the world no more 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 no more. Voilà Jean-Paul Samputu. C'est vrai que c'est absolument poignant. Et puis quand on le voit, hein, je le répète, mais c'est encore plus fort. Hein, c'est vraiment soleil, cet homme. Et puis il est voilà, plein d'amour, de joie. Enfin, il nous a même dit hein, qu'il aimait Vincent aujourd'hui. Il donne d'ailleurs une participation financière pour les enfants de Vincent. Donc voilà, ça fait quand même réfléchir. Comment, Anne-Catherine, quelles sont les étapes? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des étapes dans le pardon? Vous aimez bien ces questions-là, Roxane. Alors oui, enfin j'en parle dans mon livre. Il y a d'abord identifier de quoi il est question, comme dans beaucoup de choses, hein, de quoi parlons-nous? Pardonner quoi? Pardonner à qui? Parce que quand on pense pardon, ça sous-entend qu'il y a quelque chose à pardonner. Alors ça paraît peut-être un peu bête ce que je dis, mais une blessure va être ressentie différemment selon chacun. Un exemple. Je pense à un patient dont le père était violent et il a traité ses enfants différemment. L'un des enfants a besoin de pardonner le fait que son père criait. L'autre a été blessé par le fait que son père, de temps en temps, lui donnait des fessées mémorables. Et pour la troisième, ce qui a été le pire, c'est qu'en fait, son père avait des humeurs extrêmement imprévues et qu'elle vivait dans une insécurité permanente. Voilà. Donc, le même personnage va créer 3 vécus différents. Et si un des enfants arrive en thérapie en disant « Bah voilà, moi, il faut que je pardonne à mon père d'avoir été violent », la première chose qu'on va faire, c'est lui demander « Alors, comment ça a été vécu pour vous, ça hein, où elle est la blessure ?» Et des fois, on a des surprises. On s'aperçoit que finalement, la blessure, c'est pas d'avoir reçu 3 fessées. Quand on parle de violence, on parle de plus que 3 fessées. Hein. Mais c'est pas d'avoir été frappé physiquement, mais c'est de ne pas avoir pu compter sur le soutien de l'autre. Un de mes patients qui a été incesté, comme on dit, abusé par son père, dit qu'en fait, le pire dans l'histoire, c'est même pas l'inceste. Le pire, c'est que son père, en faisant ça, lui a volé son père. Il lui a volé comme... comment dire, il s'est comporté comme une âme morte. Il a privé cet enfant d'un père sur qui il pouvait compter et en qui il pouvait avoir confiance. Et que pour lui, le pire, c'était ça. Voilà. Alors, je m'éloigne un petit peu là, mais l'idée, c'est d'abord d'identifier qu'est-ce qu'on a besoin de pardonner. Et des fois, on a des surprises. Moi, j'ai reçu, il y a 10 ans, un coup de fil d'une de mes amies d'enfance qui est venue me raconter. Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était petite, on jouait avec des gommes. Je me souviens parfaitement. Et en fait, 15 ans plus tard, elle est venue un soir m'accuser, entre guillemets bien sûr avec de la gentillesse, hein, de ce jour-là lui avoir piqué une gomme alors qu'en fait c'est elle qui l'avait gagnée, etc., etc.
Et elle me demandait une réparation. 15 ans plus tard. Moi, j'étais très embêtée. Jamais j'aurais pu imaginer que j'avais commis ce crime 15 ans plus tard. Et il se trouve que des affaires que j'avais quand j'étais petite étaient gardées dans des cartons. J'ai pu retrouver la gomme et lui donner. Elle n'y croyait pas, etc., etc. Voilà. Donc, des fois, la blessure qu'on inflige à l'autre, on ne sait pas du tout ce que ça va être. Donc, d'abord, identifier. Où est-ce que j'ai mal et pourquoi ? À quoi ça me renvoie ? Est-ce que déjà, je peux prendre le temps de guérir cette blessure ? Parce qu'aller dire à l'autre « je te pardonne », déjà, on ne sait même pas s'il en a envie. Souvent, on va s'apercevoir que c'est une formule un peu rapide, qui nous fait faire l'économie d'un réel travail. J'ai cité des exemples de ce monsieur avec l'ulcère à l'estomac, par exemple. Donc, aller prendre le temps que ce pardon soit ancré, soit vécu par le corps, soit offert à soi-même. Offert à soi-même. Si c'est pas fait, comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, on se retrouve avec des situations où la personne vous dit « Ah, j'ai parfaitement pardonné à mon père de ne pas s'être occupé de moi. Par contre, moi, je ne m'occupe pas de mes enfants. » Enfin, lui, il ne le dira pas, parce qu'il a l'impression d'être un père formidable. Mais non, il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné, qui n'a pas été guéri, qui a fait que la personne n'a pas pu se dissocier de sa blessure. Si elle ne s'est pas dissociée de sa blessure, elle est toujours dedans. Et si elle est toujours dedans, son comportement est altéré. Ouais, ça reste un pardon intellectuel. Exactement, c'est exactement ça. Vous avez expérimenté les différents ateliers lors de ces journées ? Alors malheureusement, j'ai pas pu en expérimenter beaucoup puisque j'en animais 2 et qu'il n'y avait que 3 jours d'atelier, donc j'en ai expérimenté 1. Alors il y avait des choses extrêmement variées, et puis nous avons eu la chance aussi d'avoir des ateliers en grand groupe. Est-ce que l'un des ateliers en grand groupe vous a parlé plus qu'un autre ? Alors oui, bon, il y avait le cercle de pardon, les cercles de pardon. Alors là, moi, j'invite les auditeurs à aller regarder sur Internet et à trouver des cercles de pardon près de chez eux. C'est un travail magnifique. On en a déjà parlé à l'antenne. Je pense que vous en avez parlé aussi dans l'émission sur les journées du pardon. Donc, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Mais c'est en fait un travail symbolique qui n'a rien à voir, je le répète, avec une démarche religieuse. Il ne s'agit pas de pardonner au nom de Dieu ou de je ne sais pas qui. Il s'agit d'aller apaiser une blessure et de permettre à l'énergie de recirculer. Donc ça, c'est les cercles de pardon. Donc un rituel de cercle de pardon avec 200 personnes, évidemment, il se passe des choses et c'est extrêmement fort. Moi, j'ai vécu personnellement encore des choses très très fortes, comme l'année dernière. Et puis, il y a eu ce pardon radical. Alors ce truc-là, c'est phénoménal. Le pardon radical. C'est toute une démarche, le pardon radical. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Alors, il y a des questions, des trucs. Bon, moi, j'avoue que ça, j'accroche moins. Mais en revanche, le rituel qu'on nous a proposé, il parle vraiment de guérison. Vous voulez que je le raconte, Roxane ? Oui, avec plaisir. Alors, en fait, le pardon radical... Pourquoi radical ? Je vais vous dire comment moi je l'ai compris. Radical parce que ça ratisse large. C'est-à-dire que ça permet d'aller lister... tout un tas de situations qui couvrent globalement toutes les blessures qu'on peut subir ou faire subir aux autres dans une vie. Ça, c'est la première chose. Et puis après, radical parce que, outre le panel de blessures, je vais en nommer certaines après, il y a les niveaux de profondeur de l'être, en fait. Qu'est-ce qui est touché ? Est-ce que c'est mes émotions ? Est-ce que c'est mon corps ? Parce que des fois, c'est le corps. Est-ce que c'est mes pensées, mes croyances, ma foi ? Donc là, on est au niveau spirituel. C'est-à-dire que on va, avec le pardon radical, aller apaiser l'histoire de quelqu'un à tous les niveaux. Et donc, dans le temps aussi. Donc, c'est aussi radical temporellement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pardon radical ? Nous étions tous en cercle. Alors, un cercle de 200 personnes, ça fait beaucoup de monde. Et l'animatrice invite ceux qui ont été victimes ou auteurs. Et ça, c'est formidable. Parce qu'elle ne dit pas d'abord les victimes, montrez-vous, et puis après les auteurs, les méchants, venez au centre, qu'on vous jette des pierres. Mais non, victimes ou auteurs. Donc, il y a quelque chose qui permet à chacun de se fondre là-dedans aussi. Donc, si vous avez été victime ou auteur de vol, escroquerie, coups, inceste, trahison, abandon, etc., etc., il y a 17 items, je crois, qui sont listés. Avancez-vous. Voilà. Alors, une fois qu'on est avancé, au centre de la salle, on prend le temps de se mettre en face de quelqu'un ou de laisser quelqu'un se mettre en face de nous.
Et puis, on va accomplir ce petit rituel extrêmement bref, mais très profond, qui est de regarder la personne dans les yeux. Alors, un des deux parle, et puis après, on intervertit les rôles. Donc, on va regarder la personne dans les yeux et on va lui dire « Je suis désolée de ce qui t'est arrivé ». Voilà. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'utilise cette phrase maintenant en thérapie. Je l'utilisais différemment avant. C'est-à-dire que je disais, c'est ce que vous avez vécu, c'est difficile. Vraiment, j'accusais réception. Enfin, je nommais qu'en effet, je reconnaissais à la personne son statut de victime. Momentanément, hein, c'est pas pour y rester, mais parce qu'il faut le reconnaître au départ. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire « Oh là là, quelle chochotte, tu te plains alors qu'il n'y a pas de raison ». Je nomme que oui, en effet, c'est grave, et je suis avec la personne dans cette gravité-là. Je reconnais, oui, c'est la réalité. Hein, je rencontre cette réalité, je rencontre la réalité de cette blessure. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé. Et la personne dit merci. Puis après, on change. Hein. Voilà, donc ça c'est la première phase. Et on fait ça pour toutes les choses, les machins, trucs. Moi j'étais contente parce qu'il y a 3 cercles où je ne suis pas allée au milieu. Je me disais, ah ceux-là, ça va. Et bon, je plaisantais un peu, mais en fait, on est touché par tellement de choses. On a vécu tellement de choses dans notre vie. On a vécu tellement de sentiments de ceci, de cela, de ceci, de cela. On est tous avec des blessures partout, avec des cicatrices, avec des pansements. Enfin, c'est important de réaliser ça. Et c'est presque drôle. On est tous des éclopés. Hein, et c'est ça qui fait notre beauté aussi. Voilà. Et notre force aussi, puisque vous parliez de vulnérabilité, mais finalement, on est quand même assez fort pour résister à tout ça. Et oui, c'est incroyable la force de l'être humain. Et donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, qui est d'une intelligence phénoménale, on reprend donc la liste, si vous avez été victime ou auteur de ça, de ça, de ça, de ça, donc chaque fois à la suite. Et là, on va dire à la personne qui se retrouve en face de nous, il faut que je retrouve la phrase, « Je te félicite d'être disposé à voir la perfection de cette situation ». Ah ouais, c'est là où c'est énorme. C'est difficile. C'est formidable parce qu'on ne dit pas, comme certains disent, « Non, mais tout est juste hein, ». Vous entendez ça des fois, non ? Tout est juste. Ah, tout est juste. Hein, au regard du cosmique, du karma, de je ne sais pas quoi, tout est juste. Ok. Venez dire à quelqu'un qui vient de perdre sa femme, tout est juste. Mais non, c'est pas juste. Il ne faut pas dire que c'est juste. Enfin, moi, je ne peux pas dire que c'est juste. C'est un peu difficile de dire tu verras dans 2 semaines ou dans 3 ans tu trouveras ça juste, même si la plupart du temps c'est vrai. Alors quand je dis juste, ça veut dire qu'on peut le digérer et en tirer quelque chose de positif, hein. Parce que je ne suis pas habilitée à juger ce qui est juste karmiquement ou pas, hein. Loin de moi cette idée, mais voilà, donc on ne dit pas tout est juste, on ne dit pas tu verras dans quelques années tu t'apercevras qu'en fait c'était pas si dur, parce que la personne sur le moment elle est dans sa douleur. On lui dit, je te félicite d'être disposé. Ça veut dire d'accepter de mettre le pied sur ce chemin. Et je te félicite, ça veut dire je suis consciente que tu es super courageux ou super courageuse. Hein, parce que ton truc, il est difficile. Hein. Tout à l'heure, je t'ai dit, je suis désolée de ce qui est arrivé. Ça veut dire je suis bien consciente que voilà, ton truc, c'est pas facile. Mais je te félicite parce que tu as le courage d'être disposé à voir, à comprendre le moment où tu le pourras. Alors ça, c'est sous-entendu, à mon avis, la perfection dans cette situation. Voilà. Donc, c'est un encouragement. Ce qui sous-entend quand même qu'il y a une perfection. Ce qui sous-entend qu'il y a une perfection, ou alors, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai déjà citée ici, de Lewis Carroll, « Si le monde n'a aucun sens, demande Alice au lapin ou l'inverse, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un ?» Voilà. Je crois que c'est de cette perfection dont il s'agit. C'est que retrouver notre pouvoir, c'est aussi le thème de mon prochain livre, le pouvoir d'être heureux. Ça ne dit pas je vais vous donner le pouvoir, ça veut dire vous avez le pouvoir d'aller construire un sens à ça, d'aller en faire quelque chose. Et ça, c'est notre privilège d'être humain. Quel sens allons-nous pouvoir donner à ces horreurs que nous vivons, dont nous sommes témoins, etc. Une de mes patientes, hier, ça m'a beaucoup touchée, et je suis toujours touchée quand je vois des gens qui sont décidés à donner d'eux-mêmes. Moi, ça me touche toujours, vraiment. J'adore ça, vraiment. Je me dis, il faudrait qu'il y en ait encore et encore et encore. Et en fait, cette dame me disait, après avoir nommé qu'elle était aussi dans un contre-coup des attentats,
tout à coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses horribles qui se passaient sur la planète et qu'elle avait du temps et elle avait envie de se mettre au service des gens. Voilà. Donc elle cherche qu'est-ce qu'elle va faire, où est-ce qu'elle se sent appelée. Voilà. Et ça, c'est une manière de donner un sens à nos épreuves. Et c'est à nous de tisser ça, de le fabriquer, de le tricoter. C'est un peu comme choisir des croyances aidantes ou positives. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder le négatif. Le négatif nous rappelle les physiologistes et les médecins. Il est souvent plus intense dans notre système nerveux. Les souvenirs, je vais prendre un exemple tout bête, imaginons que hier vous soyez allé au restaurant avec des gens que vous aimez, manger des choses merveilleuses, et puis au moment de choisir votre plat, on vous amène un truc complètement cramé où il y a un verre dedans. Vous allez juste vous souvenir de ça. L'entrée magnifique, le cocktail maison super bon, le dessert, vous l'oublierez, mais vous vous souvenez qu'il y avait un verre dans la salade. L'être humain est comme ça. D'où l'importance, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson de Jacques Brel, il nous faut regarder ce qu'il y a de beau et garder nos yeux rivés à ça. Si vous voulez contacter Anne-Catherine Sabas, psychothérapeute, sophrologue et auteure, un numéro de téléphone, le 01 48 73 65 09, le 01 48 73 65 09. Vous pouvez aussi aller voir le site Catherine-Sabas.com. Le nom de famille d'Anne-Catherine s'écrit S-A-B-A-S. Anne-Catherine-Sabas.com, ce sont les tirets de la touche 6 de votre clavier. Merci Anne-Catherine en tout cas d'avoir parlé de cette thématique difficile avec nous à aborder. On retrouve donc votre livre aux éditions Bussière en janvier intitulé « Le pouvoir d'être heureux » parmi les nombreux autres ouvrages que vous avez écrits sur des thèmes extrêmement variés. Merci Roxane. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission de Jean-Paul Bourg qui a eu lieu hier soir sur notre site internet ici-et-maintenant.com. Et puis ce soir, c'est le magazine Énergie Positive avec une rediffusion de François de Witt, un polytechnicien qui démontre l'immortalité et l'existence de l'âme. Belle soirée à vous et bon week-end. Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici-et-maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT.